Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un numéro de Parlons Sport, le dernier de cette émission que nous avions imaginé pour vous accompagner lors de cette crise sanitaire inédite et pour vous tenir au fait de l'actualité nationale et internationale. Alors, pour ce dernier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un qui nous a manqué, puisque ça fait un moment que nous ne l'avions plus retrouvé sur un plateau de télévision. Il s'agit de notre ami Ammar Haddadi, président du Comité international des Jeux méditerranéens. C'est Ammar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, je serai accompagné lors de cette émission d'un ami aussi, Mahmoud Bamouh, qui est consultant en sport, mais pas que. Alors, vous avez pas mal de casquettes à votre actif. On va en choisir une pour aujourd'hui. Bonjour Halim. Je vous laisse le choix, justement. Bonjour Halim, bonjour c'est Ammar, très heureux d'être parmi vous. Ouais. Voilà, on peut choisir la casquette de membre du comité d'organisation des Jeux méditerranéens, d'ancien conseiller du ministre. Et ça me crée un lien avec Haddadi. Oui, mais voilà. Quand même, vous êtes expert en marketing sportif et en olympisme. Tout à fait. Et vous pourrez justement développer, c'est quoi, pour nos téléspectateurs, un expert en marketing sportif. Alors, on a l'habitude, lors de cette émission, d'offrir un petit cadeau à nos invités. Donc, quand vous rejoignez dans ces Jeux, dans l'organisation de ces Jeux méditerranéens à Oran, on a choisi pour vous un cadeau. Mais avant cela, le jingle. Voilà, je pense que vous avez certainement deviné de quoi il s'agit dans cette séquence-là, mais on va quand même vous la montrer et en reparler juste après. Monsieur Haddadi, vous avez certainement reconnu, peut-être pas les personnes, mais l'endroit et de quel... Si, quelques personnes. Quand même. Visage familier, je reconnais le mobilier, je reconnais l'endroit. Pour nos téléspectateurs, il s'agit aussi les vieilles machines à écrire de l'époque. Ouais. Je disais que c'était la période du téléx, même pas le fax. Ouais. Tout était traité manuellement. C'est un autre siècle, monsieur Haddadi. C'était assez fastidieux. Ouais. C'est maintenant qu'on se rend compte du bon qu'on a fait pour la gestion de la gestion des données. Oui, et puis c'est aussi une façon de rendre hommage à ces gens de l'ombre qui ont participé à l'organisation de ces Jeux qui étaient une réussite. N'oublions pas que l'Algérie venait de sortir de la guerre de libération et de recouvrer son indépendance. C'était une façon de leur rendre hommage. Moi, une notion sur laquelle je voudrais qu'on revienne avec vous deux, c'est cette notion de bénévolat lors de l'organisation de compétitions ou de jeux tels que les Jeux méditerranéens. Vous y étiez, monsieur Haddadi? Pardon? Vous y étiez lors de ces Jeux? Oui, j'étais en athlétisme, dans le compartiment athlétisme. J'étais juge arbitre des sauts, donc je surveillais toutes les compétitions au niveau des sauts. Ouais. Bon, mais j'étais quand même présent pour assister à toutes les compétitions. C'était des moments mémorables. Vraiment... Et pour ceux qui ne connaissent, parce qu'il y a des gens qui regardent notre émission, qui ne connaissent pas Ammar Haddadi, rappelons que vous étiez dans la spécialité du saut à la perche, c'est bien ça. Je sais que ça remonte à très longtemps. Ça remonte à très longtemps. J'ai fait effectivement, j'étais athlète de saut à la perche avec une carrière très modeste. On avait commencé à sauter avec les perches en fer et on retombait. Vous étiez au Mouloudia, c'est bien ça. On tombait sur du sable. D'ailleurs, j'en garde quelques séquelles. Ouais. Mais bon, après, c'était le professorat d'éducation physique. Puis tout de suite, dès la fin de notre cycle de formation, on nous a demandé de prendre en charge les enseignements pour remplacer les coopérants. Donc, on a tout de suite, on s'est mis en pour remplacer les coopérants. Ouais. J'étais ensuite directeur des études. Bon. Je suis descendu par la suite au ministère pour prendre en charge la direction du sport de performance du temps des glorieuses ASP, Association Sportive Performance. Un petit séjour aussi au niveau de l'inspection générale en tant qu'inspecteur d'administration centrale. Voilà, en quelque sorte, la partie administration publique. Dans le cadre du bénévolat, pour revenir à votre sujet, juste après le professorat, c'était aussi, parallèlement à notre exercice en milieu d'administration publique,
c'était le bénévolat tout le temps, en tant qu'entraîneur, en tant que directeur technique national d'athlétisme, en tant que membre au niveau de la fédération d'athlétisme, ensuite au niveau du comité olympique, puis ensuite au niveau international, le CIJM, jusqu'à maintenant. Justement, on reviendra justement. Donc c'est un parcours assez éclectique, mais toujours dans le domaine du sport. Très bien. Alors, Mohamed, vous n'étiez pas né. Hein. En 75, vous n'étiez pas né. Mais ça vous fait quoi d'être justement dans cette organisation de ces Jeux à Oran? Quand vous voyez ces gens-là, ça vous met un peu plus la pression parce que vous vous dites qu'il faudrait que je sois à la hauteur de ce qui a été fait en 75 et peut-être faire mieux. Justement, on en plaisantait avec M. Haddadi avant de rentrer en plateau, qui me demandait si je me rappelais de la finale des Jeux méditerranéens de 75. Et j'ai répondu que c'était un peu compliqué parce que j'étais né 13 ans après. Ouais. Bon, ça c'est pour la blague, mais effectivement, quand on voit des images comme ça des bénévoles, de ces personnes qui se sont données pour la réussite de ces Jeux. Tout le monde en parle. Les Jeux de 75, c'est un moment fort de l'histoire d'Algérie. Et nous, aujourd'hui, en tant que comité d'organisation des Jeux méditerranéens, bien sûr que c'est des modèles pour nous. Et évidemment qu'on a envie de faire aussi bien ou mieux que cette édition-là. Et ce qui est marrant aussi de voir, c'est comment les moyens et les outils de travail ont évolué. On a vu des machines à écrire, des tableaux, tout se faisait un peu à la main, au stylo. Et aujourd'hui, pour l'anecdote, on s'est réunis avec la commission de coordination du CIGM il y a quelques semaines et ça s'est fait par visioconférence. C'est vous dire à quel point les choses ont évolué et les moyens qu'on a aujourd'hui pour travailler, malgré la distance. Alors, on reviendra tout à l'heure peut-être à cette notion de bénévolat, hein, puisque c'est une culture qu'on a tendance à ne plus retrouver chez nous, puisque le bénévolat, hein, ce n'était pas que dans le domaine du sport, c'était un peu dans tous les domaines. Mais malheureusement, nos jeunes sont de moins en moins bénévoles. Je ne sais pas pourquoi. On essaiera peut-être d'y réfléchir ensemble. Mais avant cela, j'ai vraiment envie que nos téléspectateurs sachent qui est M. Ammar Haddadi. Alors, je rappelle que vous êtes à la tête du Comité international des Jeux méditerranéens pour un 5e mandat. C'est quoi le secret de cette longévité à la tête d'une telle institution? Il faut tout simplement rappeler... Non, parce que ça reste une fierté pour nous, hein, les Algériens, avoir quelqu'un comme ça à la tête d'une institution. Merci, c'est très gentil, mais c'est quand même un parcours de près de 30 ans. Je ne suis pas tombé comme ça directement à la tête de l'institution. J'ai été sollicité juste après les Jeux de l'Ataquié en 1987 et pour être membre de la commission technique. Puis quelques temps après, j'ai pris la présidence de cette commission technique, puis ensuite j'ai été propulsé comme membre du comité exécutif et puis par la suite, donc en 2003, suite donc au retrait de mon prédécesseur, donc j'ai postulé et j'ai joui d'une confiance totale de la part des membres. Et c'est une confiance qui m'est renouvelée régulièrement. C'est vraiment une fierté pour moi aussi. Et je suis tout à fait heureux que ça puisse aussi chatouiller votre fierté en tant que compatriote. Très bien. Alors, Mahmoud parlait justement d'une chose. C'est que vous aviez dit que c'était des moments quand même historiques pour tout un pays, pour tout. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, lorsqu'on voit comme ça des cérémonies d'attribution de jeux d'une Coupe du Monde ou d'une Coupe d'Afrique, on remarque à quel point ça suscite une joie incroyable, des larmes, et tout le monde est content. C'est tout un peuple qui est content d'avoir à organiser ces jeux. On ne retrouve pas beaucoup justement cet esprit, cette joie chez nous. C'est comme si on ne réalise pas encore qu'on va abriter des jeux de la dimension des Jeux méditerranéens. Moi, pour avoir été régulièrement à Oran, je peux vous dire que la situation est différente là-bas. Les Oranais sont très fiers et très impatients de recevoir la population sportive de tout le bassin méditerranéen. C'est un moment fort, mais j'imagine, et M. Haddadi me rejoindra peut-être là-dessus, que c'est une émotion, une fierté, une joie qui va en escalier. C'est-à-dire plus l'événement approche,
plus on sent l'impatience et la fierté de recevoir tout ce monde-là. Et je peux vous dire qu'à Oran, en tout cas, les gens sont très heureux et très impatients. Eh ben, très bien. Là, on vous a vu, hein, M. Haddadi, lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Tarragone. Est-ce que vous êtes du même avis que Mahmoud ou, parce qu'on a tendance en Algérie à se dire il nous reste quand même une année avant ces Jeux, alors qu'une année, c'est rien dans l'organisation des Jeux tels que les Jeux méditerranéens. Là, je suis... Je parle surtout de l'aspect communication. Face au devoir de vérité. Ouais. Je voudrais quand même, si vous me permettez, battre en brèche un peu cette vision étriquée de certains qui pensent que les Jeux méditerranéens sont une petite kermesse. Là, c'est une grosse opération, une très grosse opération. Et pour ceux qui ont vécu les Jeux justement de 75 et ceux de 78, les Jeux africains... Oui, on va profiter de votre présence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ces Jeux, ils sont nés comment? Et est-ce que ces Jeux ont évolué pour avoir une dimension encore plus importante, ou ce sont quand même des Jeux qui ont perdu un peu de leur importance avec le temps? Oui, justement. Beaucoup de gens prêtent aux Jeux méditerranéens une sorte de déclin. C'est tout à fait faux. D'abord, pour remonter le cours de l'histoire et peut-être rappeler un peu la genèse des Jeux méditerranéens, ils appartiennent d'abord à la catégorie des Jeux régionaux. Très bien. Ils sont nés, les premiers Jeux ont été organisés en 1951 à Alexandrie, à l'initiative du président du CIO de l'époque, Pierre de Coubertin, et les membres du CIO des pays méditerranéens. Ils étaient tout simplement très impressionnés par les premiers résultats, par les résultats des premières éditions des Jeux Olympiques, et ont voulu étendre ça à la dimension régionale ou continentale. Nous sommes maintenant à la... les objectifs étaient clairs, c'était pour promouvoir les idéaux olympiques, les valeurs de l'olympisme, essayer d'inspirer davantage de compréhension mutuelle, de rapprochement, de fraternité, de solidarité. À une échelle régionale. Voilà. En 1951, il ne faut pas oublier que c'était une période qui venait juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc une période était caractérisée par de très fortes tensions entre les grandes puissances, notamment pour le partage des sphères d'influence. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, de ce démarrage en 1951, nous sommes maintenant avec Oran à la 19e édition. À la 19e édition, ça veut dire tout simplement 70 ans d'existence. C'est quand même une belle longévité, que d'aucuns d'ailleurs considèrent comme un miracle. Pourquoi un miracle? Par rapport à tous les événements qui ont bousculé le bassin méditerranéen, qui ont secoué le bassin méditerranéen, des guerres, des conflits, des mouvements sociaux. Je ne sais pas s'il faut les rappeler, mais brièvement, c'est les guerres de libération, c'est Suez en 56, c'est la guerre civile au Liban en 57, c'est la guerre des Balkans qui a amené l'éclatement de la Yougoslavie, c'est le printemps arabe, c'est le mouvement social. Et malgré tout cela, les gens ont survécu. La division de Chypre, et j'en parle. C'est un survol assez rapide. Donc, mais j'ose dire aussi, si je compare ça à la dimension des Jeux Olympiques, pendant ces 70 ans, les Jeux Olympiques ont subi quand même 4 boycotts. Il faut les rappeler, Melbourne en 56, Montréal en 76, Moscou en 80 et Los Angeles en 84. C'est-à-dire pour des raisons, bien sûr, d'ordre politique. Politique, bien sûr. Donc, mais pour nous, depuis 1951, les Jeux ont été organisés régulièrement, malgré toutes ces turbulences. Bon, je dis, ça tient tout simplement à l'attachement des pays méditerranéens à ces Jeux, qui sont vraiment une plateforme qui met en valeur le bassin méditerranéen, un lieu dont il faut dire quand même que c'est le lieu de convergence de 3 continents,
où se côtoient c'est le lieu aussi de naissance des trois religions monothéistes. C'est le lieu où se côtoient différentes religions, mais aussi différentes langues, différentes cultures, ouais. Bien que tout le monde aussi a le sentiment qu'on appartient à la même famille, la famille méditerranéenne. Tout à fait. C'est l'interface entre le nord et le sud, par excellence. Oui, ouais. Ben oui, parce que certains voient la Méditerranée, le bassin méditerranéen comme une ligne de fracture entre le nord et le sud, entre l'Orient et l'Occident. C'est plus un trait d'union. Mais en réalité, en fait, c'est un bassin méditerranéen qui regroupe plutôt qu'il ne divise. Très bien. Alors, pour revenir à ma question, n'avez-vous pas ce sentiment que nous ne prenons pas encore la mesure Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je me dois, à ce titre, de donner quelques indicateurs. En 1951, les Jeux ont regroupé 10 pays seulement. 7 du Nord et 3 du Sud, de la rive Sud. Avec exactement 734 athlètes. Que des hommes, mais pas les femmes. Les femmes ont rejoint les Jeux méditerranéens en 1967 à Tunis. Très bien. Nous sommes passés de 700 athlètes à maintenant 3600 athlètes. Les Jeux de Tarragone. Vous voyez un peu la progression ? La progression, oui. Les pays, on était à 10 en 1951, on est maintenant à 26 pays. Donc c'est la preuve quand même qu'il y a un engouement. Tout à fait. Le nombre de sports, on était à 13 sports en 1951. Nous sommes maintenant régulièrement à 28 sports, avec un nombre d'épreuves qui passe de 80 à plus de 260. Donc il y a un bond prodigieux. Cette évolution du nombre de pays, bien sûr, il faut la rapporter à ce qui s'est passé dans le bassin méditerranéen. Il y a des périodes de croissance, donc les indépendances, où l'Algérie a participé pour la première fois en Tunis après l'indépendance en 1967. Il y a aussi la période de la guerre des Balkans qui a fait éclater la Yougoslavie en plusieurs petits pays. Voilà globalement. Mais c'est un dispositif complexe, lourd, avec tous ces effectifs. Alors, excusez-moi, mais je vais peut-être m'appesantir encore. 3500 athlètes, vous ajoutez toutes les autres ressources, mobilisation en ressources humaines, les bénévoles, les services de sécurité, les services médicaux, les journalistes, ceux qui s'occupent de l'entretien, de la restauration, etc. Ça fait au bas mot, pour un événement pareil, aux environs de 25 000 personnes pendant 10 à 12 jours en train d'évoluer selon, bien sûr, une répartition d'espace et de temps, une distribution d'espace et de temps. C'est quand même assez lourd et ça demande un grand problème de coordination. Mais l'événement lui-même, c'est inimaginable que ça procure comme visibilité, aussi bien de la région ou du pays qui l'organise. Et c'est en même temps un héritage important pour la région qui l'abrite. Parce que, par exemple, à Oran, c'est quand même des infrastructures formidables qui vont servir les futures générations, aussi bien pour Oran, mais pour l'Oranie, et même pour le pays, peut-être, pour abriter des compétitions internationales. C'est le fameux héritage. L'héritage, c'est très important. Oui, alors, je ne veux pas vous interrompre. Non, je voulais peut-être insister un peu sur les infrastructures. J'ai entendu que certains s'inquiétaient un peu trop pour les infrastructures. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes rassurés sur le côté des infrastructures. On sait qu'il y a un parc existant qui est tout à fait valable et qui peut servir convenablement. Il y a un bon programme de réalisation qui était engagé depuis longtemps et nous sommes fiers que les Jeux méditerranéens accompagnent un processus de développement local.
Et on est aussi attentif au suivi des réalisations. On sait que M. Louali serait une visite régulière du chantier. Et donc, côté infrastructure, j'allais y arriver, mais je vous ai laissé continuer parce que moi, je voulais quand même rester. Je vais profiter de la présence d'un jeune, en l'occurrence notre ami Mohamed Bougaroueh, pour revenir lorsque notre ami Mar Adi parle de ces aspects historiques. Vous sentez mieux le poids qu'ont ces jeux et donc en tant que jeune, et vous participez à l'organisation de ces jeux. Est-ce que c'est un sentiment partagé parce que par rapport au bénévolat déjà, est-ce que dans votre entourage, vous voyez des gens qui ont cet engouement de vouloir participer à cet événement qui est quand même historique pour nous parce que en attendant de pouvoir organiser une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique par exemple de football, ces jeux restent quand même une étape très importante dans l'histoire du sport algérien. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être jeune pour prendre conscience de la mesure de l'événement. Oui. Pour tout fan de sport qui se respecte, les Jeux méditerranéens restent un moment fort de la vie, que ce soit pour un athlète ou pour un journaliste ou pour un fan de sport. Oui. On attend tous les 4 ans avec impatience ce grand événement. Les meilleurs sont là. Il faut savoir que dans le bassin méditerranéen, vous avez des très grandes nations du sport, que ce soit en football ou dans les disciplines individuelles. Moi, je parle de la participation des jeunes dans l'organisation, dans leur contribution dans la réussite d'un tel événement. Tout à fait. Pour en venir à ce point de votre question, il y a un travail considérable qui est réalisé par la commission des bénévoles, justement à Oran. Et on reçoit régulièrement des dizaines d'étudiants il y a un entretien, bien sûr, de sélection, comme vous pouvez l'imaginer. Et ils sont formés tout au long de ces derniers mois pour l'événement. Et la communauté estudiantine, le monde associatif au niveau de la wilaya d'Oran, est très impliqué dans ce projet et suit de près, a envie de participer. Et en ce qui concerne les bénévoles, je précise ici que ça concerne non seulement la wilaya d'Oran, l'Algérie en entier, notamment avec les régions du sud et des hauts plateaux, mais aussi tout le bassin de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on va avoir des bénévoles et des volontaires qui vont venir de tous les pays de la région. Oui. Et c'est un grand moment d'échange, de communion entre jeunes, entre fans de sport. Et les jeunes ont envie d'apporter leur touche. Très bien. Alors, on va parler de cette pandémie qui, hélas, est toujours là. Avant de revenir avec vous, M. Haddadi, pour parler justement de l'impact de cette pandémie et de ce report des Jeux méditerranéens. Est-ce une bénédiction ou est-ce une malédiction pour vous? Mais avant cela, l'actualité chez nous, c'est aussi le football et cette éventuelle reprise ou pas du championnat de football. Alors, il y a eu une réunion de la Ligue de football à l'Est et c'est une réunion qui a été suivie pour nous par notre ami Saïd Fellaq. On regarde. Après les clubs de l'Ouest, c'est au tour des dirigeants des clubs de l'Est du pays, de Ligue 1 et 2, d'aller à la rencontre des responsables de la Ligue de football professionnel et de son président Abdelkarim Madouar. متى يرفع الحجر؟ هذا ماهيش بالسلطه تاع الرابطه ولا الفيدراليه وحتى وزاره الشباب والرياضه. Là, le total du confinement n'est pas du ressort de la LFP ni de la FAF et encore moins du ministère de la Jeunesse et des Sports. Seules les hautes autorités du pays peuvent se prononcer là-dessus. La majorité des présidents de clubs s'interrogent sur la suite à donner au championnat et veulent être fixés sur une date de reprise, quelle qu'en soit la nature. Les entraîneurs, les joueurs sont tous pressés de savoir quand est-ce qu'ils pourront reprendre du travail. Durant cette réunion, la majorité des représentants des clubs de l'Est ont exprimé leur désaccord quant à la reprise des 2 championnats professionnels, appelant à leur suspension définitive avec annulation du principe de la relégation au palier inférieur. On a parlé du protocole sanitaire exigé par les autorités pour une reprise de la compétition, mais celui-ci est difficilement réalisable, surtout pour les clubs qui souffrent financièrement. Dans l'impossibilité d'appliquer ce protocole sanitaire, on s'est entendu, nous les dirigeants des clubs, sur un report du championnat ou carrément son annulation. الشيء اللي ركزنا عليها كثير في هذا اللقاء وتكلمنا عليه هي
On a aussi axé notre débat durant cette réunion sur la nécessité de revoir le système du professionnalisme car il faut l'avouer, celui-ci a échoué. Une troisième et dernière réunion est programmée à Alger avec les dirigeants des clubs du centre du pays au cours des prochains jours. Voilà, une réunion qui aura lieu demain, Inch'Allah. Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi, Mahmoud, en disant que ça commence à se préciser, on s'achemine plutôt vers l'annulation ou l'arrêt définitif du championnat, vu que les chiffres ne sont pas là pour une reprise du championnat. Effectivement, bon, la planète est en train de traverser probablement la crise sanitaire la plus grave ou l'une des crises sanitaires les plus graves de son histoire. Et il n'y a pas de raison pour que le sport y déroge. Maintenant, on a entendu beaucoup de gens s'exprimer, beaucoup de gens donner leur avis. Moi, je pense que ni moi ni vous sommes en mesure de donner des avis. Dans ce pays, on a des autorités qui sont là. Le dernier mot leur revient. Le dernier mot leur revient. Elles ont surtout accès à des données auxquelles nous n'avons pas forcément accès. Et je pense que nous sommes là uniquement pour nous plier. Et il est indispensable qu'il y ait un travail considérable qui est fait par les autorités actuellement pour lutter contre cette pandémie. Et voilà, à nous simplement de nous adapter aux décisions prises par les plus hautes autorités de ce pays. Oui, on a eu peut-être un petit espoir comme ça avec la reprise des championnats en Europe. On s'est dit pourquoi pas nous aussi. Mais je crois que c'est beaucoup plus une question de moyens et de mentalité. Je pense que nous n'avons pas justement cette mentalité, ces moyens pour pouvoir faire redémarrer le championnat. Oui, et en dehors de ça, chaque cas est à part, chaque pays est à part. Oui. Si vous parlez des pays européens, la France a par exemple décidé très tôt d'arrêter son championnat de football, ce qui n'est pas le cas de l'Italie, de l'Espagne ou de l'Angleterre. Chaque pays... Je ne suis pas sûr que la France n'ait pas regretté d'avoir un peu pris cette décision à la hâte. Je ne suis pas sûr. Pas forcément. Quand on sait qu'il y a des cas, dernièrement des joueurs ont été testés positifs. Le problème chez nous, à Toulouse ou à Marseille. Tout à fait, au PSG aussi. Le problème, c'est que chez nous, il y a une recrudescence. Alors, moi, ma question aussi, parce que je rappelle juste pour l'actualité, qu'il y a le comité exécutif de la CAF qui tiendra une réunion très importante ce mardi par visioconférence pour discuter de l'impact du Covid-19 sur le football africain et d'autres questions dont l'Assemblée générale élective 2020 et le devenir de ces compétitions africaines. Alors, si toutefois on décide de reprendre la compétition, notamment pour la Champions League et la Coupe de la CAF, ça va être compliqué pour nos clubs s'il n'y a pas reprise du championnat. Tout à fait. Et puis il y a un risque sanitaire évident, non seulement du point de vue de la pandémie en elle-même, mais aussi de la santé physique de nos joueurs et des blessures. Tout à fait. Nos joueurs ne se sont pas entraînés depuis 4 mois allons sur le fait qu'on imagine une reprise bientôt là. Il faudra compter 4 à 6 semaines de préparation et d'entraînement, ne serait-ce que pour reprendre la compétition. Tout à fait. Et ça nous met dans des calendriers qu'on ne met plus. Maintenant, si vous me permettez de mettre un peu les pieds dans le plat, la CAF a un peu de retard là, honnêtement, sur ses décisions. La pandémie est là depuis 5 ou 6 mois et c'est la première déclaration de la Confédération. Mais rappelons seulement, peut-être à la décharge un peu de la CAF, que cette pandémie opère un peu par vague. Donc la vague, elle est arrivée un peu tard en Afrique, donc c'est tout à fait normal que nous vivions un peu ces problèmes maintenant, alors qu'en Europe, ils ont un peu dépassé ça. Mais pour terminer avec cette parenthèse football avec vous, Mahmoud, on revient sur cette nomination de Majid Bouguerra comme sélectionneur de l'équipe locale, décision prise par la Fédération algérienne de football. Disons qu'après son expérience en tant que joueur, l'ancien capitaine des Fennecs va entamer une nouvelle ère à la tête de cette sélection qui a déçu ces dernières années. Sur la radio nationale, Kherdin Zetchi, président de la FAF, a dévoilé les 2 grands objectifs fixés à Bouguerra. Bouguerra, qui reste un ancien international avec une expérience en tant que joueur et entraîneur, aura le temps nécessaire pour préparer une sélection à prime compétitive avec l'objectif de remporter le titre et rien d'autre. Il va falloir gagner ce Chan, tournoi en 2022 organisé par l'Algérie, mais également constituer un vrai réservoir pour l'équipe A. Cette dernière a d'énormes défis dans la CAN 2021 et les qualifications
qualification au mondial 2022, a-t-il fait savoir. Donc c'est un grand chantier qui attend Majid Bouguera. C'est plutôt une bonne chose hein, de faire appel à un ancien de l'équipe nationale. Tout à fait. Bon, si on aborde la carrière sportive de Majid Bouguera, je pense qu'il n'y a rien à discuter. Majid Bouguera est un grand symbole de notre football algérien. Il est aussi symboliquement, c'est un des premiers joueurs entre guillemets à avoir été à l'étranger et avoir choisi de revenir en Algérie. Et c'est bien qu'ils secondent un peu Djemal Belmadi parce qu'ils se connaissent, ils ont déjà travaillé ensemble. D'une part, ils se connaissent, ils ont effectivement travaillé ensemble. Et d'autre part, ce que ne sait pas forcément le grand public, c'est que Majid Bouguera s'est formé en tant qu'entraîneur, a suivi des stages. On l'a vu dernièrement à Naples, auprès de l'entraîneur de l'équipe de football de Naples. Donc il ne s'est pas basé uniquement sur son vécu en tant que joueur, mais il a été apprendre auprès des plus grands pour venir partager ça et mettre ça au profit de notre sélection des joueurs locaux. Souhaitons-lui bonne chance. Alors, on va revenir sur les conséquences de cette pandémie sur le sport d'une manière générale et sur ces Jeux méditerranéens avec vous, Monsieur Ammar Haddadi. Mais avant cela, on va prendre un exemple d'un boxeur, notre ami Mohamed Felicite, qui s'entraîne du mieux qu'il peut pour rester en forme. Et c'est notre ami Sid Ahmed Bouraïb qui l'a rencontré. On regarde. Tel un guerrier, Mohamed Felicite rentre dans son arène, plein d'envie, et vide d'une médaille olympique. Salle de sport et terrain fermé, crise sanitaire oblige. Le natif de Boumerdes essaie de garder la forme du mieux qu'il peut. On n'a pas où s'entraîner. Mais grâce aux sportifs de la région que je remercie et qui m'ont aidé à aménager cet espace en salle de sport en plein air, je peux poursuivre ma préparation, même avec des moyens très simples. Mohamed Felicite, vice-champion du monde en 2013 et multiple fois champion d'Afrique, ne cache pas ses ambitions de médaille à Tokyo, la seule qui manque à son honorable palmarès. Le report des Jeux olympiques handicapera tous les athlètes, pas moi seulement, ou bien juste les athlètes algériens. Le monde entier est préoccupé par cette pandémie. Mon objectif reste toujours de décrocher une médaille olympique, vu que je me suis déjà imposé au niveau mondial, africain et arabe. Privés des JO cet été qu'ils préparaient depuis plusieurs années, les sportifs vont devoir repartir de l'avant. Pas forcément évident à gérer, y compris sur le plan psychologique. En tant que sportifs, nous n'avons pas le droit d'arrêter la préparation malgré le report des JO. Nous nous efforçons en chaque occasion à faire honneur à l'Algérie. Le boxeur algérien a aussi été désigné comme président adjoint de la commission des athlètes du Comité international des Jeux méditerranéens. Il pourra désormais participer aux visites de la commission de coordination des Jeux méditerranéens 2022 à Oran pour des questions concernant les athlètes. Un autre objectif pour notre champion, c'est aussi d'offrir à l'Algérie une médaille d'or lors de ces mêmes Jeux. J'avais une discussion avec le président du Comité international des Jeux méditerranéens, où il m'a fait une offre pour rejoindre la commission des athlètes en tant que membre. Lors de la dernière réunion du comité exécutif, les membres m'ont plébiscité pour devenir président adjoint. J'espère être à la hauteur de leur confiance et notamment à Oran en 2022. Mohamed Felicite n'oubliera pas de lancer un message au peuple algérien, leur demandant d'agir avec sagesse et de respecter les consignes sanitaires en ces temps de pandémie. Je voudrais remercier les médecins et les infirmiers pour tous leurs sacrifices. Il y en a qui n'ont pas revu leur famille depuis plusieurs semaines. J'implore Dieu pour qu'il nous délivre de ce virus et je demande aux citoyens de respecter les mesures dictées par les pouvoirs publics. Humble et travailleur, il aspire à écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la boxe algérienne, avant de céder sa place aux générations futures. Voilà, notre ami Mohamed Felicite avec
Beaucoup de sagesse lors des conseils qu'il a prodigués pour nos téléspectateurs. Alors, M. Ammar Haddadi, cette pandémie, ses conséquences, d'abord pour aujourd'hui, mais c'est des conséquences qui risquent de durer dans le temps. Ça va être sur le long terme. Nous ne sommes pas une exception. Moi, je parle au niveau mondial. Oui. Bon. Cette pandémie a amené, bien sûr, le report et l'annulation d'un grand nombre d'événements sportifs, donc, y compris les Jeux Olympiques, qui ont provoqué par effet domino aussi des reports, et notamment les Jeux méditerranéens que nous avons déplacés en 2022. Et j'en profite pour dire que le CIJM se félicite de la compréhension et de l'adhésion des pouvoirs publics actuels, des autorités publiques actuelles, parce que le report a été envisagé déjà en 2018, bien avant la pandémie, tout simplement pour un problème de périodicité des Jeux, puisque nous sommes passés maintenant à 2 années après les Jeux Olympiques et non plus une année. Oui. Mais à l'époque, ça n'avait pas été accepté. Donc là, nous sommes contents quand même de trouver un écho très favorable et la décision a été prise conjointement de différer à 2022. Sur le plan des activités, comme toutes les instances internationales sportives, nous sommes en mode pause. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Mahmoud, nous essayons de maintenir quand même un niveau d'activité grâce aux nouvelles technologies, par télétravail, chacun dans son petit coin, aussi par visioconférence, de manière à ce qu'on avance davantage pour les aspects d'organisation technique, parce que tout à l'heure j'ai peut-être un peu insisté sur les aspects infrastructurels, mais par contre les aspects de l'organisation technique restent pour nous encore une préoccupation, parce qu'il y a eu beaucoup de retard accumulé. Et là, c'est plutôt une aubaine pour nous, très sincèrement. Comment? C'est plutôt une aubaine que ces Jeux soient reportés d'une année. Je parle sur le plan organisationnel. C'est une aubaine, je ne sais pas trop, parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Il faut attendre peut-être après. Mais en tout cas, du fait que j'ai déjà tiré une sonnette d'alarme en 2018, par une conférence de presse auprès de vos confrères, et après avoir attendu longuement le démarrage réel d'un comité d'organisation, je dois vous dire la vérité, c'est que le véritable travail, quelque chose de tangible et de palpable, n'a commencé qu'en 2019 avec la venue du directeur actuel, c'est-à-dire Selim Ilès, et l'équipe qui le seconde. C'est pour moi une équipe de jeunes. Vous avez un exemple ici, très dynamique, enthousiaste, on sent qu'elle est capable d'assurer une réussite. Seulement, il faudrait peut-être qu'elle soit débarrassée un peu du carcan bureaucratique. Qu'elle puisse fonctionner aussi selon un mode qui assure une souplesse, une flexibilité de gestion. On ne peut pas gérer ça comme une entité d'administration publique. Les Jeux, l'organisation des compétitions, recevoir une population qui vient de 26 pays, avec des besoins variés. Je parlais tout à l'heure de cette grande coordination qu'il faut assurer. Les Jeux ont besoin d'un comité d'organisation qui peut être très réactif à n'importe quel moment. Et donc, si on est coincé dans un mode de gestion de type administratif ou de type d'administration publique, c'est un peu difficile. Il y a aussi un sérieux problème de communication. On a évoqué... C'est de ce problème-là que vous parlez tout à l'heure. La communication
C'est vrai, la population d'Oran est très réceptive, elle aussi a beaucoup d'engouement. Oui, mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il faudrait qu'on parte à Oran pour savoir qu'il y a des jeux qui vont se tenir en Algérie? C'est des jeux d'une dimension nationale. Hein. J'y viens. Ouais, allez-y. C'est un plaisir de savoir que la population d'Oran adhère. C'est leur jeu. Voilà. Ça doit être leur fierté. Voilà. C'est leur jeu, bien sûr, mais c'est aussi les jeux de tous les Algériens. Ouais. De tous les Algériens. Et ils ont non seulement, bien sûr, à assurer un accueil digne des participants des 26 pays méditerranéens, mais aussi être, disons, les artisans de cette réussite des Jeux. Oran sera la capitale sportive de toute la Méditerranée en 2022. Ça ne pourra se faire qu'avec leur adhésion. Communication, on sent qu'elle existe au plan local. Il y a un travail qui est fait, c'est vrai, mais nous avons déjà insisté pour que cette communication s'étale à la dimension nationale et pourquoi pas à la dimension internationale. Et les comités nationaux olympiques participants sont encore dans l'expectative pour ça. Il y a aussi un temps qui s'est réduit. Oui. La date des Jeux n'est pas extensible. Et donc, beaucoup d'exigences attendent le comité d'organisation en 2021 et 2022. J'ai l'habitude de leur dire qu'il faut maintenant mettre les turboréacteurs. Et justement, alors, je vais me retourner vers vous, Mahmoud Bouguermouh. Alors, très rapidement, parce que là, c'est clair qu'on va reparler de ces jeux, de pas mal d'aspects, mais là, comme c'est une émission qui a été concoctée à l'heure du confinement, à l'heure de cette pandémie, je voudrais revenir vers vous et vous dire, est-ce que cette année va vous permettre justement de pallier ces manquements, et est-ce que vous sentez justement ce manque de communication à l'échelle nationale, et qu'est-ce que vous faites pour y remédier? Donc si vous me permettez d'apporter quelques précisions et de rejoindre ce qu'a dit monsieur Haddadi, effectivement la machine s'est déclenchée à proprement parler qu'avec la nomination de Salim Ilès en tant que directeur général, avec l'équipe qui l'entoure. Il faut savoir que c'est un comité d'organisation qui n'est pas complètement constitué actuellement et qui va être rejoint par des membres les mois qui suivent, après que certains blocages bureaucratiques soient levés. Maintenant, effectivement, depuis août 2019 et la nomination de Salim Ilès, notre grand champion, les choses se sont accélérées. On a assisté à une dynamique assez positive. Beaucoup d'efforts ont été faits. Hélas, il y a eu cette pandémie du Covid à partir du mois de janvier-février qui a un peu ralenti l'élan comme le reste de la planète, hein. Tout est à l'arrêt. Il n'a pas été possible de communiquer comme on le souhaitait. Il n'est plus possible de bouger déjà. Hein. De se déplacer aujourd'hui est une aventure. Voilà. En tout cas, les choses ont continué. Le comité a continué à travailler pendant le confinement avec, comme on le disait tout à l'heure, la visioconférence et les échanges à distance, quoi. Les réunions ces dernières semaines ont eu lieu avec la commission de coordination. Et on l'espère avec un déconfinement proche, les choses vont pouvoir redémarrer comme voulu et comme souhaité. Maintenant, la dynamique, elle était là. On a commencé à communiquer et ça reprendra, je peux vous l'assurer, dès la levée. Très bien. Alors, ce n'est pas pour vous mettre un peu plus de pression, mais je vais vous dire une chose. Il faut en mettre un peu. Voilà, vous avez une année supplémentaire, donc les gens ont le droit d'être encore plus exigeants avec vous. Alors, pour rester dans l'esprit de cette émission, parce que c'est aussi l'actualité internationale, nous avons pour vous quelques informations résumées en bref. On regarde.
Testé positif au Covid-19, Novak Djokovic suscite la polémique. Le numéro 1 mondial du tennis est sous le feu des critiques pour avoir organisé une exhibition, l'Adria Tour, à travers les balcons sans respecter les mesures de sécurité. Le Joker ne sourit plus depuis l'annonce des tests positifs au Covid-19 des joueurs Dimitrov, Koric et Troïski et des membres de l'encadrement des tennismen ayant pris part à l'Adria Tour. Tournoi exhibition disputé en Serbie et en Croatie. Les pièces du domino continuent de tomber. Mardi 3 juin, l'équipe du numéro 1 mondial Novak Djokovic, instigateur du tournoi, a annoncé que le Serbe a à son tour été testé positif. Je suis profondément désolé que notre tournoi ait pu causer de tels dommages, a déclaré sur Twitter le vainqueur de 17 titres du Grand Chelem. Nous avons eu tort, c'était trop tôt, a ajouté Djokovic, principal organisateur de ce tournoi caritatif. Tout ce que nous avons fait depuis un mois a été fait avec le cœur pur et avec des intentions sincères, a-t-il justifié. Il a également appelé toute personne ayant assisté à l'Adria Tour ou ayant fréquenté les participants à se faire tester et à maintenir la distanciation sociale. Après plusieurs semaines de suspense, le Conseil de la FIFA a annoncé que le prochain mondial féminin aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, juste après celui de 2019 tenu en France et remporté par les États-Unis. Les deux nations avaient présenté une candidature commune et avaient plus de chances d'être désignées que la Colombie. Rappelons que 4 pays étaient en lice pour l'organisation de cette compétition en 2023. Celle-ci sera la première à réunir 32 équipes contre 24 précédemment. Cette évolution est une manière d'accroître encore la popularité de la discipline, notant que c'est la première fois que l'Océanie arbitra la Coupe du monde féminine de la FIFA, également une première pour une co-organisation du tournoi mondial féminin. Liverpool remporte à nouveau la Première Ligue 30 ans après. Les Reds qui ont écrasé la compétition ont remporté le trophée sans même jouer après la défaite de Manchester City à Chelsea dans les rues de Liverpool. La fête a duré toute la nuit. Avec 86 points et 23 unités d'avance sur les hommes de Pep Guardiola à 7 journées de la fin, la bande de Klopp peut enfin respirer. Le Manchester City-Liverpool dans une semaine à l'Etihad Stadium pour la 32e journée aura des airs de passation de témoins entre deux équipes qui écrasent le championnat depuis 2 ans. Cet épilogue prévu de longue date efface 3 décennies de frustration rythmées par des désillusions en 2009, 2014 ou même l'an dernier quand 97 points n'avaient pas suffi face à des Citizens qui en avaient pris un de plus. Mardi, les résultats des tests au coronavirus sont tombés et le PSG a annoncé que 3 joueurs ainsi qu'un membre du staff avaient été contaminés durant le confinement. On ne connaît pas les noms de ces anciens malades, mais ils ne sont aujourd'hui plus contagieux et reprendront leur programme d'entraînement, comme l'indique un communiqué. Les champions de France disposent de 4 semaines de préparation avant la finale de la Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne, qui sera probablement programmée le vendredi 24 juillet. La finale de la Coupe de France contre l'OL se jouera une semaine plus tard, alors que le PSG attendra jusqu'au 12, 13, 14 ou 15 août pour disputer son quart de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Voilà, alors on a vu, c'était peut-être pas une bonne chose d'avoir organisé l'Adria Tour par Novak Djokovic. C'est dire que la pandémie est toujours là et qu'il va falloir peut-être s'adapter un peu à cette pandémie et faire très attention. Alors, Monsieur Haddadi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on devrait vous voir plusieurs fois sur nos plateaux parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ces Jeux méditerranéens, parce que sur l'aspect communication déjà, il y a beaucoup de travail à faire, y compris de notre part, nous les journalistes. Mais si vous aviez des choses à rajouter avant de terminer cette émission, vous diriez quoi ? Oui, vous dites que la pandémie est là, et c'est vrai qu'elle nous met en mode pause pour le fonctionnement, et on essaie de garder un souffle d'activité, mais nous sommes gênés surtout par l'incertitude que cela procure, parce qu'on ne sait pas, personne ne sait. Et donc nos actions vont être tout simplement dictées par l'évolution de la situation sanitaire. Si les choses s'améliorent, et c'est ce que l'on souhaite vivement, c'est tant mieux. Cela permettra donc notamment au comité d'organisation d'accélérer le processus des préparatifs. Cela permettra aussi aux athlètes qui sont actuellement dans de très mauvaises conditions de reprendre la préparation du mieux qu'ils peuvent pour rattraper un peu le retard et surtout pour assurer de bonnes performances. Ça se passe chez nous. Ils ont un devoir moral de l'obligation de performance. Et donc,
Et s'ils veulent honorer le pays, il faudrait quand même qu'ils puissent bénéficier d'excellentes conditions de préparation. Très bien. Là, c'est... En deux mots, monsieur Haddadi, là c'est la question, ma question est posée au président du comité international des Jeux méditerranéens et non pas à l'Algérien que vous êtes. Vous êtes optimiste quant à la tenue de ces Jeux, si toutefois la pandémie justement sera derrière nous, vous êtes optimiste pour une réussite de ces Jeux chez nous? Moi je suis optimiste. Quand les choses ne vont pas, je l'ai dit, c'est ce qu'il faut. Je n'hésite pas, mais je suis persuadé qu'avec les moyens dont on dispose et toutes les ressources qui sont mobilisées, nous pouvons assurer une édition avec succès et que Oran puisse rayonner avec éclat sur toute la Méditerranée en 2022. Très bien. Mahmoud, si vous deviez conclure, parce que là, il vous tend un peu le témoin, hein, c'est à vous que revient cette charge. Tout à fait. Nous, on est conscients de la responsabilité et c'est une fierté aussi pour nous hein, de faire partie de cette aventure. On mettra tous les moyens, toute l'énergie nécessaire. Et je peux vous dire que les équipes sur place sont très motivées et très emballées par le projet. Voilà. Très bien. Vous pouvez compter sur nous. Voilà. Et vous pouvez compter sur Canal Algérie pour qu'elle puisse vous offrir une tribune justement pour pouvoir communiquer sur ces Jeux. Alors, on me dit que le temps, hein, on l'a un peu dépassé, mais comme c'est le dernier numéro, on pouvait se permettre un peu. Donc, je vous dis merci, messieurs, hein, d'être venus ce soir. Merci à vous. On vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour reparler de ces Jeux. Je tiens à remercier toute l'équipe technique du Studio 2. Je tiens à remercier notre réalisatrice Souad et puis notre amie Siham, notre script qui a fait un travail fabuleux elle aussi. J'espère que vous serez indulgents avec nous parce qu'on a dû travailler avec des équipes très réduites, aussi bien sur le plan journalistique que technique. Mais en tout cas, on a fait de notre mieux pour vous servir. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et faites attention à votre santé. Salam.